continue cette émission avec l'actualité parlementaire et politique, Territoire Sénat, avec Saveria, les titres de cette actualité ce matin, lundi. Bonjour à tous. Un débat sans vote sera organisé au Parlement en avril. C'est l'annonce faite par Gérard Larcher pour analyser les conséquences du grand débat national. Une décision prise de concert avec Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. L'affaire Benalla, plus que quelques jours avant la remise du rapport de la commission d'enquête, les sénateurs accusent l'ancien chargé de mission de l'Élysée de parjure, Alexandre Benalla, à lui porter plainte pour atteinte à la vie privée après la diffusion des enregistrements de Mediapart. Et puis indignation générale après les injures antisémites qui ont visé Alain Finkielkraut. Le philosophe ne portera pas plainte, mais le parquet de Paris a ouvert une enquête. Dans la classe politique, les condamnations sont unanimes. Une grande marche contre l'antisémitisme est prévue demain. Je le disais en titre, plus que quelques jours avant la remise du rapport de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla, les sénateurs accusent l'ancien chargé de mission de l'Élysée de parjure, Alexandre Benalla, à lui porter plainte ce week-end pour atteinte à la vie privée après la diffusion des enregistrements par Mediapart. Retour sur cette affaire qui ébranle le cœur du pouvoir depuis plusieurs mois avec Quentin Calmet. Plus que quelques jours, peut-être quelques semaines, et les sénateurs rendront enfin leurs conclusions dans la tentaculaire affaire Benalla. Point de départ pour la commission d'enquête, les violences de la place de la Contrescarpe. Le Monde révèle le 18 juillet l'identité d'Alexandre Benalla. S'en suivront 29 auditions, dont celle de l'ancien chargé de mission. Avec un constat qui apparaît au fil des témoignages, Alexandre Benalla a désorganisé les services de l'État. En ce qui concerne M. Benalla, je ne suis toujours pas convaincu qu'il n'exerçait pas la fonction de garde du corps. Comment expliquer autrement le port d'armes ? Mais en décembre, l'affaire est relancée lors d'une visite d'Emmanuel Macron au Tchad. On apprend qu'Alexandre Benalla a continué à utiliser des passeports diplomatiques alors qu'il n'était plus salarié de l'Élysée. Les sénateurs décident alors d'organiser 5 nouvelles auditions. Quand il va voir le frère du président du Tchad, qui a un rôle éminent en matière de sécurité et d'importation d'armes au Tchad, et qu'il le fait avec un passeport officiel, on peut quand même s'interroger sur le rôle réel de M. Benalla dans une diplomatie parallèle. Aux soupçons de diplomatie parallèle s'ajoute ensuite le volet sur les contrats russes. Ils auraient été négociés pour l'un d'entre eux au moins, alors qu'Alexandre Benalla était encore salarié de l'Élysée. Je voulais vous demander si vous connaissiez M. Iskander Makhmudov. Je ne connais pas cette personne, mis à part à travers la presse, je ne l'ai jamais rencontré. Une réponse prononcée alors qu'Alexandre Benalla était sous serment. De nombreux sénateurs le suspectent alors d'avoir commis un parjure. Il nous a menti. En tout cas, la commission en décidera. Mais manifestement, il nous a menti, et sûrement pas qu'une seule fois. Donc on va prospecter en la matière. Si nous sommes intimement convaincus qu'il y a eu mensonge, en tout cas ça c'est mon intime conviction personnelle, nous devons demander à la justice de sanctionner M. Benalla. Sur tous ces volets de l'affaire Benalla, les conclusions des sénateurs sont donc très attendues. Un débat sans vote sera organisé au Parlement en avril. C'est l'annonce faite par Gérard Larcher pour analyser les conséquences du grand débat national. Une décision prise de concert avec Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter Gérard Larcher. Nous avons convenu lundi midi avec Richard Ferrand et avec le président de la République et le Premier ministre qu'il nous semblait qu'il fallait utiliser les principes de la Constitution, notamment un débat sans vote, mais qui prenne le temps du débat pour qu'on puisse pas tirer toutes les conclusions, il sera sans doute encore trop tôt, mais qu'on puisse déjà analyser sur ce débat qui a lieu dans le pays, sur ce qui remonte, notamment au travers des témoignages dans les mairies. Et moi, personnellement, des milliers et des milliers de lettres, de mails le débat, certains étaient sceptiques. Moi, je pense qu'il faut le saisir. En même temps, il faut des conditions du débat qui soient objectives et transparentes. C'est ce que ont rappelé le garant et l'observateur hier. Et c'est un point sur lequel on est aussi attentif. Voilà, nous allons tenter de vous éclairer maintenant avec l'œil 2 dans un instant.
avec un constitutionnaliste. Bonjour Dominique Rousseau, merci d'être sur ce plateau ce matin. Bonjour. Bonjour, on vient de l'entendre, Gérard Larcher annonce la tenue d'un débat au Parlement, un débat sans vote en avril. À quoi va servir ce débat ? Ce débat va servir à faire remonter des territoires, puisque le Sénat et l'Assemblée des collectivités locales, ou des territoires, comme on dit maintenant, que une des raisons des manifestations depuis 3 mois, c'est ce qu'on appelle la fracture territoriale, à tort ou à raison. Il est donc normal que le Sénat, qui est l'Assemblée des territoires, se saisisse de ces questions et fasse remonter les problèmes. Tout le monde veut un grand débat aujourd'hui. Tout le monde le critique, mais tout le monde veut un grand débat. Les Gilets jaunes font leur débat, le gouvernement fait son débat, l'Assemblée nationale aura un débat, le CESE a un débat. Il est normal que le Sénat, finalement, ait un débat. Vendredi, Gérard Larcher a aussi rappelé l'importance du grand débat, mais il dit attendre des réponses concrètes en avril. On en revient toujours à ça, comment Emmanuel Macron peut sortir, on va dire, par le haut de ce grand débat ? Quelle est l'issue ? Il en faut une. L'issue, d'abord, c'est de faire la synthèse de toutes ces revendications, de toutes ces demandes, de toutes ces doléances qui auront été exprimées lors de ces débats. Donc il y a tout un travail, je dirais, technique, de faire la synthèse de toutes ces propositions. Après, la question sera de savoir si on le soumet au référendum, premièrement. Deuxièmement, si c'est un référendum à questions multiples. Et troisièmement, quand est-ce qu'on fait ce référendum ? Avec les européennes, plus tard, etc. Je rappelle quand même qu'un certain nombre de réformes importantes ont été votées par le Parlement et pas par référendum à la suite d'une mobilisation de l'espace public, comme on dit, équivalente à celle à laquelle on assiste actuellement. Il n'y a pas eu besoin de référendum pour donner aux femmes le droit de disposer librement de leur corps. Il n'y a pas eu besoin de référendum pour le mariage pour tous. La traduction, elle doit se faire par le Parlement et pas par un référendum. Je pense que le référendum n'est pas le débouché, comment dire, naturel, évident. Il y a beaucoup de réformes importantes en France, droit des femmes à disposer de leur corps, mariage. Je veux dire, il y a un risque référendum. Il y a un risque référendum parce que le référendum, si vous voulez, dans notre culture à nous, évidemment, il y a toujours l'exemple de la Suisse, mais dans notre culture à nous, le référendum tourne souvent au plébiscite. On oublie les questions et on répond à la personne. Dans le référendum de 1969, il y avait une réforme du Sénat et il y avait une réforme des collectivités locales. Bon, les Français ont dit non. Mais ils ont dit non à quoi ? À une réforme des collectivités locales ? À une réforme du Sénat ? Ou ils voulaient voir partir de Gaulle ? Bon, vraisemblablement, ils voulaient voir partir de Gaulle. Donc, si vous voulez, le danger du référendum, c'est qu'on zappe les questions et qu'on fasse attention simplement à la personne qui Néanmoins, Dominique Rousseau, cela semble la solution vers laquelle semble se diriger. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, serait de plus en plus tenté par ce référendum, organisé, attention, non pas couplé avec les élections européennes, mais en juin et peut-être même en septembre. Est-ce que ces délais vous paraissent possibles et souhaitables ? Non seulement possible, mais un référendum au mois d'avril, c'est un référendum à l'arrache. C'est-à-dire que si vraiment on veut un référendum sur ce qui se passe actuellement, il faut du temps pour faire la synthèse des questions qui remontent. La fin du débat, c'est le 15 mars. On ne peut pas organiser un référendum le 28 avril, sinon vous faites ça à l'arrache. Et c'est là que... Et le 26 mai, le jour des élections européennes Non plus. Je pense qu'il faut du temps. Ce que demandent les Gilets jaunes depuis maintenant plusieurs mois, c'est de délibérer. Ils veulent discuter, ils veulent échanger, pas nécessairement voter, ils veulent délibérer. Donc il faut du temps. Et s'il y a un référendum, je ne vois pas un référendum possible avant la rentrée septembre, octobre, novembre. Très bien. Merci beaucoup. Merci Dominique pour cet Rousseau, Alors, constitutionnaliste. Merci à vous, absolument. Dans le reste de l'actualité, la mobilisation pour le climat. Étudiants et lycéens ont organisé un rassemblement devant le ministère de la Transition écologique. Objectif, faire pression pour obtenir des mesures face à l'urgence climatique. Ils prévoient de se mobiliser tous les vendredis. C'est un reportage de Flora Sauvage. Ils entrent en résistance. Parti de Suède l'été dernier, le mouvement des jeunes pour le climat gagne la France. Et 1, et 2, et 3 degrés. Solène a 19 ans. Elle dénonce l'inaction du gouvernement dans la lutte contre le dérèglement climatique. On demande à ce que les politiques prennent des décisions pour améliorer la condition sur Terre et qu'on n'arrive pas à plus 5 degrés et que la planète devienne invivable. Rassemblés devant le ministère de la Transition écologique, ces jeunes lancent un appel à une grève internationale pour le climat le 15 mars. À l'image des élèves belges, suisses et australiens,
Ils ont décidé de sécher les cours tous les vendredis pour alerter les dirigeants sur l'urgence climatique. Le rapport du GIEC est sorti en début d'année et niveau décideur, ça bouge absolument pas, bien au contraire. Et si on veut limiter une hausse à 2 degrés, il faut qu'on aille extrêmement vite. Et donc on est tous descendus dans la rue avec le mot d'ordre suivant. Pourquoi est-ce qu'on irait étudier si on n'a pas d'avenir? Et donc c'est ce qui justifie ma présence ici. Marie a 23 ans. L'environnement est au cœur de ses préoccupations. C'est important de m'engager pour le climat parce que j'ai l'impression que le pouvoir d'achat, la sécurité, toutes ces questions-là, je comprends très bien qu'il y ait des gens qui soient engagés là-dessus. Mais pour moi, c'est à relativement court terme. Alors que le climat, pour moi, c'est un engagement sur le long terme. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'on peut subir un effondrement économique, écologique dans 20, 30, 40, 50 ans. Face à la mobilisation des étudiants et des lycéens, la secrétaire d'État Brune Poirson a tenté d'ouvrir un dialogue sans succès. Prochain rendez-vous, vendredi prochain. La poursuite de Territoire Sénat, troisième partie de notre émission. Dans un instant, l'interview politique, le face-à-face. À tout de suite. Bonjour André Gattolin. Bonjour. Merci d'être présent. Vous êtes évidemment sénateur des Hauts-de-Seine et vous appartenez à La République En Marche. Absolument. Bonjour André Gattolin. Avant de commenter avec vous tous les sujets d'actualité, j'aimerais tout d'abord vous entendre sur l'agression antisémite dont a été victime Alain Finkielkraut. Est-ce que vous serez demain à la grande marche contre l'antisémitisme organisée à laquelle s'associent tous les partis politiques? Alors je vais tâcher d'y être, mais il se trouve que j'ai un débat sur l'Europe de longue date prévu à Paris avec Jean Arthuis sur comment réenchanter l'Europe par la culture. Et donc je ne vais pas abandonner la centaine de personnes qui vont être là, mais je suis évidemment de tout cœur avec les manifestations, même si les manifestations de regret ou de dénonciation de ces faits odieux n'est pas suffisant, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais je crois qu'on est entré dans une période totalement nauséabonde et il faut dire que ces propos ne sont pas seulement antisémites ou haineux, ils sont anti-républicains. Quand on a appris hier soir l'identité du principal agresseur verbal, c'est quelqu'un de la mouvance salafiste. On n'est même plus dans... Et Alain Finkielkraut, chez un de dans une chaîne collègue, hier soir s'exprimait, il dit on n'est plus dans l'antisémitisme des années 30, des rejets de la communauté, je dirais, juive au sein de la société française, on est dans une extraction du discours fondé sur un discours salafiste qui s'en prend, qui explique qu'en gros, nous sommes la France, nous sommes le peuple, et c'est vous qui devez partir. André Gattolin, ce climat délétère, ces insultes antisémites, ces tags, on l'a vu, même le visage de Simone Veil a été souillé. Qu'est-ce qu'il dit de notre société aujourd'hui, ce climat ? Moi, je dis qu'on est entré quand même dans une grande période, je dirais, de fausse culture, puisque les gens ne lisent plus, les gens ne s'informent plus, les gens réagissent sur les réseaux sociaux par rapport à des présupposés où ils nourrissent leur propre discours de radicalité, et je pense qu'on a un vrai souci aujourd'hui au niveau de l'information. Pourquoi cette radicalité, elle semble constitutive du mouvement des Gilets jaunes ? Je pense qu'il y a une réalité, et je pense que c'est une erreur qu'on a commise avec Emmanuel Macron. On est allé vers une désintermédiation de la société. Il fallait désintermédier, je dirais, les partis politiques traditionnels. On l'a fait avec les syndicats, on l'a fait avec les élus. On entend dire que le Parlement, il y a trop de parlementaires, que la procédure ne va pas assez vite. On l'entend de la part du gouvernement. Et les élus locaux ont été mis sur la sellette. À un moment, quand il n'y a plus d'autres intermédiaires que le président et, entre guillemets, le peuple, c'est-à-dire en fait la réalité, ça s'appelle le corps électoral, eh bien, on est soumis à des formes de mouvements d'irruption et on ne sait pas les arrêter. Vous pouvez arrêter une grève en négociant avec les syndicats. Vous négociez avec qui? Quand vous prenez depuis le début, les revendications des Gilets jaunes n'arrêtent pas d'évoluer. Aujourd'hui, en gros, si on veut foutre en l'air la République, et Macron doit partir. Bon, je trouve que comme proposition de fond, c'est pas terrible. C'est pas tout à fait le cas, mais dans le reste de l'actualité, André Gattolin, le grand débat national, Gérard Larcher a annoncé, on l'a vu, un débat au Parlement sans vote en avril. On voit qu'Emmanuel Macron cherche toujours la sortie à cette crise des Gilets jaunes. De quelle façon vous voyez la sortie? Quelle serait la bonne sortie à cette crise qu'a connue notre pays? Mais je crois qu'il faut plusieurs types de mesures. Alors on parle du référendum, je me suis déjà exprimé à ce propos, je pense
pense que ça serait tout à fait inconvenant de l'organiser le même jour que les élections européennes. On a déjà du mal en France, au moment des élections européennes, avoir un débat sur l'Europe, si on le couple avec autre chose. Mais je pense qu'un référendum est une chose possible, un référendum institutionnel. Moi, je dis, il faut un référendum sur une proposition, précisément, de référendum d'initiative populaire. Mais quand ? Laquelle ? Je pense l'idéal, ça serait en septembre, parce qu'il faut le temps qu'une campagne se déroule, qu'elle ne se chevauche pas avec l'élection européenne, mais je pense qu'aussi il faut entamer une vraie réforme de l'État. Nous avons aujourd'hui un pays qui n'est plus dirigé politiquement, nous sommes dans un pays administré. Quand vous voyez le nombre de décisions, vous votez une loi sociale, vous vous rendez compte que l'accès au droit derrière n'est pas assuré. Pourquoi ? Parce que les administrations qui sont chargées de cet accès au droit réagissent d'abord dans leur propre fonctionnement et la défense de leurs propres intérêts avant de penser aux citoyens et à la facilité. La numérisation, je travaille dans un groupe de réflexion sur le débat national, sur l'organisation de l'État et des services publics. La numérisation de l'État, en France, elle est faite pour complexifier l'accès aux choses. Allez dans les pays nordiques, allez au Canada, vous verrez que le premier but de tout ce type de démarche, c'est simplifier la relation du citoyen avec l'État. Nous, on est dans des séries absolument incroyables de procédures. Pour terminer sur ce sujet, vous serez donc favorable à un référendum qui porterait sur le référendum sur le RIC. Je pense, c'est une proposition, c'est la seule proposition un peu concrète, institutionnelle des Gilets jaunes. Eh bien, mettons-la en forme constitutionnellement et puis proposons-la. Ça sera ni la défaite du président de la République, ni la défaite du peuple. Ce seront les électeurs qui choisiront. André Gattolin, j'aimerais parler, vous êtes un ancien élu écologiste, j'aimerais parler avec vous de cette mobilisation pour le climat. Oui. On l'a vu dans notre reportage, ce sont désormais les jeunes qui appellent à se réunir chaque semaine pour sauver la planète. Le sursaut, il viendra de là, des jeunes, des étudiants, des lycéens ? Oui, je pense, parce qu'ils sont les plus concernés. C'est Woody Allen qui disait « Je m'intéresse beaucoup à l'avenir parce que c'est là où j'ai l'intention de passer les prochaines années de ma vie ». Quand vous avez une expérience de vie de 70 ans devant vous, vous vous préoccupez de la situation, de la planète et de la société dans 70 ans. 86 députés ont signé une tribune la semaine dernière pour réclamer l'augmentation de la taxe carbone. Est-ce que vous soutenez cette initiative ? Écoutez, je n'ai pas été consulté, c'est un peu le problème d'ailleurs, entre les députés. Il se trouve qu'ils parlent du système canadien, notamment celui qui est en cours sur la côte ouest, la côte pacifique. Je le connais très bien. Ce qu'ils proposent n'est pas tout à fait la réalité de l'organisation. L'idée même de remettre sur le tapis dans le contexte actuel la taxe carbone, ça ne vous paraît pas complètement absurde alors que c'est justement la mesure qui a été à l'origine de la crise des Gilets jaunes. Il y a un aspect positif dans ce qu'ils disent, c'est que l'argent qui est prélevé doit retourner vers les citoyens, mais je ne crois pas qu'on puisse fonder une taxe carbone principalement sur les tarifs de l'essence ou du gazole. Non, mais au-delà du dispositif concret, est-ce que ça vous paraît judicieux de remettre ce sujet-là sur la table aujourd'hui ? Je pense que c'est un appel du pied, c'est dire le gouvernement a voulu aller en avant, il a reculé, il faut trouver d'autres solutions. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de dire il faut reposer la question de la taxe carbone. C'est celle du marché carbone d'ailleurs, des droits à émission qu'il faudrait repenser parce que ce qui avait été fait au niveau européen est un échec. Et j'étais allé au ministère de l'écologie pour leur expliquer précisément comment le marché carbone aux États-Unis, par concertation avec les industriels, avait un coût de la tonne carbone qui était deux fois et demi supérieur à celui qu'on recrutait en Europe. Je pense que les industriels doivent eux aussi contribuer. Il n'y a pas que celui qui a une bagnole et qui consomme de l'essence. André Gattolin, j'aimerais finir sur les élections européennes puisque vous êtes vice-président de la Commission des affaires européennes au Sénat. Pourquoi ce sujet, on est à moins de 100 jours des élections européennes, pourquoi ce sujet continue à mobiliser si peu ? Vous savez, là, on a un grand débat national avec une situation, comme on dit, d'urgence sociale et économique. On ne parle pas des européennes dans ce grand débat, on parle la plupart des partis ont du retard à l'allumage. Vous receviez tout à l'heure M. Bardella, qui est la tête de liste du Rassemblement national. Ils sont au moins une intelligence et un avantage, c'est d'être parti tôt. Là, on ne sait pas les têtes de liste. Les partis ont un retard à l'allumage. Justement, votre parti En Marche, toujours pas de tête de liste. Oui, moi je le regrette. Je pense que j'ai fait plusieurs campagnes européennes, notamment avec Daniel Cohn-Bendit, mais aussi dans d'autres pays d'Europe. C'est important parce qu'il y a une tête de liste, que les gens puissent identifier
le débat, pas simplement une formation politique, mais une personne qui représente et qui incarne cette liste. Qui sera donc la tête de liste En Marche pour les élections J'en sais absolument rien. Je pense que en dernier ressort, ça sera le président de la République. Moi, j'ai dit ce que je voulais. Je veux une femme et je veux quelqu'un qui ait des compétences sérieuses au niveau européen. Vous avez quelqu'un en tête? J'ai une idée, moi, personnellement. Alors qui? C'est Nathalie Loiseau, parce que je trouve qu'elle fait un travail excellent. L'actuel ministre des Affaires européennes. L'actuel ministre des Affaires européennes. Et je trouve que il y a vraiment du contenu et du fond. Et je pense aujourd'hui, avoir des candidates femmes, c'est absolument essentiel si on veut une représentation française dans la délégation française qui soit à parité. Parce que quand on met que des hommes en tête de liste, il y a un moment, ça commence à poser problème sur la parité. André Gattolin, je me trompe, on s'est un peu décalé par rapport à la République En Marche, à ce que fait le gouvernement. On a senti... Oui, je me trompe pas. Non, sur certaines choses. Si vous voulez, moi, il y a des choses qui sont dans le programme. Sur la politique européenne du gouvernement, je suis à 100%. Sur la politique étrangère, également. Il y a des choses, y compris sur une grande partie de la politique économique, sauf qu'il y a une question de méthode. Quand on fait des textes, c'est pas simplement produire des textes pour produire de la réforme, il faut dire quel effet ça fait aux gens. C'est la première question qu'on doit se poser. Alors, vous êtes aussi un spécialiste de l'audiovisuel. Oui, tout à fait. Est-ce que... Je peux vous poser la question, on entend de la loi sur l'audiovisuel public. Est-ce qu'elle va être sacrifiée sur l'autel du grand débat national, cette loi? Non, elle va pas. On n'en entend plus parler. Non, parce que il y a un texte qui est en élaboration, qui va être sans doute déposé sur le bureau du Conseil des ministres cet été. En juillet. Ça devait être au printemps, et puis maintenant c'est cet été, c'est décalé. Il faut dire qu'on a eu aussi des changements ministériels. Je crois qu'on avait mal emmanché la réforme, parce qu'on avait dit on va faire des processus de rapprochement. Il n'y a pas de vision globale. Ce n'est pas un secteur facile à réformer, parce qu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de structures, et, je vais le dire, il y a aussi beaucoup de lobbies. Il y a beaucoup de gens pour qu'ils soient aussi bien, je vais dire, syndicaux, professionnels et producteurs privés, dès qu'on touche, on porte atteinte à la création. Quand alors cette grande réforme de l'audiovisuel? Logiquement, idéalement, le ministre aimerait qu'elle passe au Parlement à l'automne. Je pense que de manière plus raisonnable, vu le retard qu'on a pris avec le débat national, la situation, et puis ce qui va émerger comme texte, je pense plutôt début 2020. Très bien. Merci beaucoup, André Gattolin. Vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine. République En Marche. Merci d'avoir été notre invité politique. On passe à l'agenda, justement, ce qui se passe au Sénat aujourd'hui. Demain, il faudra suivre à 16h45 la séance de questions d'actualité au gouvernement. Séance à suivre en direct et en intégralité, comme toujours, sur notre antenne. Demain, également, à 17h45, un débat important, un débat sur les relations entre l'État et les sociétés autoroutières. Un débat à la demande du groupe centriste au Sénat. Et puis, mercredi, à 14h30, un texte important, une proposition de loi qui vise à faciliter le désenclavement des territoires, un texte présenté par Jacques Mézard, Jean-Claude Requier et Yvon Collin. Voilà, actualité chargée au Sénat. Merci encore André Gattolin. On passe dans un instant à la revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale, entre autres. À tout de suite. Au revoir André Gattolin, merci. C'est en direct, donc André Gattolin nous salue et quitte ce plateau. Et on commence avec le beau temps, vous le verrez tout à l'heure à la fin de cette édition avec la météo des territoires. Mais c'était le beau temps ce week-end à la une de Paris-Normandie. Il y avait comme un air de printemps ce week-end partout en France et au Havre comme ailleurs. Tout le monde a profité du soleil, un soleil qui n'avait pas beaucoup été présent depuis le début de l'année. Le beau temps devrait rester quelques jours encore alors que le début du printemps n'aura lieu que dans un mois. Le beau temps a attiré les promeneurs en bord de mer, dans les parcs ce dimanche au Havre, pique-nique, jeux, sport ou balades. Ils étaient nombreux à saisir cette trêve de l'hiver entre amis ou en famille. Voilà, tous les détails dans un instant dans la météo des territoires sur cette antenne. Le bien public, la loi anti-gaspi est-elle efficace? Une question à la une du bien public ce matin. La loi Garot, mise en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire, a été votée il y a 3 ans. Le texte oblige les supermarchés à donner leurs invendus. Pour l'auteur de la loi, le député Guillaume Garot, ça marche. Il constate 50% de dons en plus dans certains départements. La loi interdit aux grandes surfaces de plus de 400 mètres carrés de jeter de la nourriture et de rendre leurs invendus impropres à la consommation. Elles sont tenues de donner ces invendus à des associations, le tout sous peine d'une amende de 3 750 €. Par exemple, dans le Nord, le Secours populaire a vu les dons des grandes surfaces bondir de 40%. Voilà, et nous serons à partir de lundi jusqu'à jeudi, en ce qui nous concerne, en direct du Salon de l'Agriculture. Je le rappelle, à la une de Sud-Ouest, le grand quotidien de la Nouvelle-Aquitaine, des médecins à recruter en urgence.
Va-t-on manquer de médecins dans les Pyrénées-Atlantiques? La région compte 686 médecins pour 675 000 habitants, des médecins à la moyenne d'âge élevée, en particulier en Béarn et au Pays Basque. Pour remédier à cette situation et assurer le renouvellement, le département et l'Agence régionale de santé ont créé un dispositif commun pour recruter de nouveaux médecins. Voilà, scrutin sous surveillance pour les DNA, les dernières nouvelles d'Alsace ce matin. Oui, on termine avec les élections européennes, un scrutin sur surveillance, alors que le risque d'une cyberattaque est important. Pourquoi ? Les élections vont se dérouler dans plusieurs pays, 27 pays. Elles vont se dérouler sur plusieurs jours, ce qui multiplie les risques d'attaque. Fausses informations via Internet, falsification des résultats. Des menaces prises très au sérieux par la Commission européenne, la Russie et sans surprise le suspect numéro 1. Merci Saveria, on se retrouve demain. Bonne journée à vous. Nous on continue. Dans un instant, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France. Comme on le disait, vous allez voir, il fait beau temps. Et puis le Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères. À tout de suite. Très bonne journée, à demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Si des policiers ne s'étaient pas interposés et n'avaient pas fait une sorte de cordon pour les empêcher de quitter le défilé et de s'engouffrer dans la rue Campagne Première, je pense que certains d'entre eux voulaient me casser la gueule. C'était une violence, malgré tout, pogromiste. Les réactions d'indignation se sont multipliées, à commencer par celle d'Emmanuel Macron. Les injures antisémites dont il a fait l'objet sont la négation absolue de ce que nous sommes et de ce qui fait de nous une grande nation. Nous ne les tolérerons pas. À l'intérieur de ces cortèges, de manière minoritaire, à nouveau, vous avez des éléments d'extrême gauche ou d'extrême droite qui font preuve d'un antisémitisme crasse, qui l'expriment par hier des insultes. Il s'est trouvé confronté à des militants d'extrême gauche et même à l'islamo-gauchisme et qui se sont comportés de la seule manière en réalité qu'ils connaissent, c'est-à-dire par l'insulte, par la violence, par l'intimidation. Il y a les personnes qui ont été identifiées hier et qui seront interpellées et qui seront déférées devant les tribunaux pour je l'espère, voir recevoir des sévères condamnations, mais en tout cas, tout ça ne doit pas évidemment passer, tout ça doit faire l'objet d'une réprobation générale. Il n'a pas porté plainte, lui. Est-ce que vous comprenez sa décision? Je peux comprendre sa décision, en tout cas je la respecte. La question n'est pas là. La question, elle est liée aux faits qui se sont produits, à des vidéos qui ont été diffusées sur Internet, et c'est la raison pour laquelle le parquet général a souhaité que soit ouverte cette enquête qui a été confiée à la brigade de répression de la délinquance des personnes. Jean-Luc Mélenchon, et le début de son tweet fait du bruit, conscient de l'instrumentalisation de l'antisémitisme, écrit-il. Je crois aussi qu'il ne faut jamais laisser passer le racisme. Autour de Finkielkraut, il y a aussi des gilets jaunes qui voulaient le défendre et s'opposer à l'attaque. Je suis avec eux. Franchement, je pense que c'est un naufrage, Jean-Luc Mélenchon. Il a été républicain, il a été ministre, il a été sénateur, il a été élu européen. Il n'est plus républicain ? Les mois qui viennent nous le diront, mais je pense que son parti
couvre des choses qui sont intolérables. Alors qu'on a vu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, on attend de lui qu'il condamne, point barre. On n'attend pas de relativiser, de mettre du doute, un peu de théorie du complot en parlant d'instrumentalisation. C'est objectivement inadmissible. Et d'ailleurs, ça rejoint l'ambiguïté malsaine du Rassemblement national. On voit là qu'il y a un même état d'esprit qui se rejoint, qui est absolument inadmissible. Voilà, on se retrouve demain bien sûr pour une nouvelle édition. C'est Julien Drey qui sera notre invité politique dans le Territoire d'Info. On vous souhaite une bonne journée. Merci de votre fidélité. À demain. Au revoir.